merci à vous, public, d'être venus aussi nombreux. Et effectivement, on va essayer de parler de la pluie et du beau temps. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris hier dans les conversations qu'il y avait dans ce superbe festival d'astronomie. C'était les gens qui parlaient du temps qu'il allait faire. Et plein de gens étaient en train de dire « Oh, demain, il pleut. Demain, il pleut. » Donc, ils avaient retenu des prévisions, la pluie. Or, il me semble que, d'après ce que j'ai vu un peu partout, la pluie n'était pas le facteur significatif de cette prévision. Mais ce qui était significatif de la prévision d'aujourd'hui, ce sont les nuages. Bon, ils sont là, vous les avez vus derrière, lorsque vous êtes rentrés, et également la baisse des températures. Donc le vrai facteur significatif du temps d'aujourd'hui, c'était les nuages et surtout la baisse des températures. Donc ça m'a un peu surpris qu'il y ait une interprétation un peu différente de ce qui avait été diffusé dans l'ensemble des médias, puisque j'ai regardé l'ensemble des bulletins qui étaient diffusés, et que malheureusement la pluie, ça ne sera pas le facteur significatif de la situation. Mais vous avez vu que ce matin, en vous réveillant peut-être, ou avant Potron-Minet ou dès Potron-Minet, il y a eu les carrosseries des voitures qui se sont salies, avec des petites particules fines qui se sont déposées sur l'ensemble des carrosseries. Et c'est un peu de quoi, d'après vous ? C'est un peu de sable saharien, effectivement. C'est un petit voyage du sable saharien jusqu'à nos latitudes et qui a entraîné ces poussières qui sont venues se déposer avec les quelques gouttes de pluie qui sont apparues avec cette perturbation. Donc on pourrait commencer la conférence en disant, après le passage faiblement perturbé d'aujourd'hui qui s'est accompagné d'une baisse des températures, d'un vent océanique, de quelques gouttes, le temps va nettement s'améliorer à partir de demain. Et en fin de semaine, nous allons avoir un soleil particulièrement brillant avec des températures qui, sur l'ensemble de la Gascogne, vont dépasser facilement les 35 degrés. Et on verra tout à l'heure, probablement, on atteindra les 38-39 degrés sur la région en tout début de semaine prochaine. Donc voilà. Donc, je vous remercie d'être venus nombreux. À bientôt. Donc voilà, vous avez un petit bulletin, mais qui regroupe plein de choses, en fait, ce bulletin météo-là. Il regroupe d'abord une observation, c'est le temps qu'il est en train de faire, et puis une prévision, c'est le temps qu'il va faire. Alors on va essayer de voir quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour comprendre le temps qu'il fait et pour essayer de prévoir le temps qu'il va faire et quelle est la limite de cette prévision. Et puis on finira avec un petit clin d'œil sur le changement climatique sur la Gascogne et vous verrez que c'est un petit peu inquiétant. Donc pour essayer de parler du temps qu'il va faire, je vais vous faire une petite présentation sur... Ah oui, c'est pas du tout là qu'il fallait commencer, évidemment. Alors pourquoi ça fait ça? Oui, enfin bon, bref. Ça va pas, si? Ça aussi, là, ça bouge beaucoup. Non, on a des soucis apparemment de... Il y a une perturbation qui est liée au... C'est pas lié à la météo, hein, donc... ça oscille beaucoup, hein. C'est le cycle solaire, oui. Donc là, depuis quelques jours, moi, je vois que le ciel, je vois que des étoiles. Et là, je vais essayer de vous faire voir aujourd'hui que la Terre et que ce qui se passe sur notre super planète. Alors, une des sources essentielles pour faire de la prévision météo, c'est d'abord d'observer le temps qu'il fait. Pour cela, on a plein de moyens maintenant, il y en avait beaucoup moins par le passé, mais maintenant il y a des satellites qui nous permettent d'avoir à chaque instant du jour et de la nuit des images qui nous permettent de comprendre comment circule l'ensemble de ces systèmes nuageux. Et là, ici, vous avez effectivement une image d'un satellite géostationnaire qui est à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur et qui, toutes les 15 minutes, prend ce disque terrestre. Alors, c'est un radiomètre qui fait un balayage et qui prend ce disque terrestre. Et là, c'est un domaine de vision, ce qu'on appelle une composition colorée dans notre langage. C'est une composition entre les nuages visibles et les nuages infrarouges. Les nuages visibles étant... Ah oui, mais c'est pas avec ce truc-là. Les nuages visibles étant ceux-là, qui sont ici stratocumulus et cumulus, que vous retrouvez par ici. Et les nuages d'altitude, vous les retrouvez en blanc. Là, vous avez un superbe vortex ici orageux sur le Sahara, avec des nuages très très blancs, donc très très froids en sommet. Et puis ici, vous avez une perturbation très organisée sur les moyennes latitudes. C'est une image effectivement très très ancienne. Donc cette image-là nous permet de surveiller en fait l'état du ciel de la planète, quelle que soit l'heure de la journée. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est qu'on n'arrive pas bien à voir ce qui se passe au pôle Nord et au pôle Sud. Donc pour cela, on a des satellites qui sont à orbite polaire à 600-800 km d'altitude et qui permettent de pouvoir observer le temps qu'il fait sur les pôles, aussi bien le pôle Sud que le pôle Nord.
Nord. Alors ça, c'est le satellite MSG, mais il y a bien sûr, à la surface de la Terre, à 36 000 km d'altitude, plein de satellites géostationnaires qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble des nuages sur l'ensemble, sur toute la planète. Alors voilà le progrès. Le progrès, c'est l'image d'en haut ici. Vous avez cette première image qui est une image de la première image satellite reçue, 1960. Je crois qu'ils ont triché un peu. C'était pas le 1er avril, mais enfin peu importe. Vous avez cette première image. Alors heureusement qu'il y a une petite légende, hein, épaisse couche nuageuse, côte du Maine et provinces maritimes du Canada. Sinon, il est quand même bien difficile de se situer et bien difficile de savoir quel type de nuages sont présents sur cette image satellite. Et puis une image de maintenant avec ici les îles du Cap-Vert. Là, vous avez la côte marocaine, et puis vous avez des nuages dont on peut observer, on pourrait compter le nombre de nuages, et on peut surtout observer des superbes enroulements, des volutes ici que vous pouvez voir au sud des îles du Cap-Vert. Alors ça, ce sont des ondes ce sont des ondes de vent de Kármán. Hein, ondes de vent de Kármán qui se développent sous le vent des îles du Cap-Vert. Le vent vient comme ceci. Par rapport aux îles, et derrière vous avez des tourbillons qui se mettent en place, et vous avez des tourbillons nuageux qui s'organisent et qui sont visibles par des petits cumulus ou stratocumulus qui s'organisent en petits tourbillons. Donc ça c'est 1960, ça c'est maintenant, donc vous voyez que la définition des nuages a fortement changé, et puis vous avez bien sûr la possibilité, là c'était des images fixes une fois de temps en temps, là comme vous avez une image tous les quarts d'heure, ben là vous avez une animation de l'ensemble de ces nuages derrière les îles du Cap-Vert, et vous voyez s'organiser ces petits tourbillons de von Kármán qui évoluent avec le flux de nord-est qui s'est mis en place. Donc les images satellites, c'est surtout la définition et aussi la fréquence. Et lorsqu'il y a des problèmes de tempête ou de phénomènes violents qui se développent, on peut demander aux satellites de nous envoyer des informations toutes les 5 minutes. On a ce qu'on appelle du rapid scan qui nous permet d'avoir des informations toutes les 5 minutes. Donc une vue absolument très très importante de l'état du ciel sur sur la totalité de la planète. Mais alors une autre façon d'observer aussi vue de satellite, vous avez ici un exemple. C'est un volcan qui est ici, hein, le Cordon Col, qui est ici, et là vous avez le panache de cendres du volcan qui se propage avec les courants atmosphériques. Donc ça fait un superbe canard, je ne sais pas, un cygne, qui se propage et qui traverse une grande partie de l'Atlantique Sud. Donc on a différents canaux de vision qui nous permettent d'aller voir un peu tout ce qui est contenu dans l'atmosphère, bien sûr la vapeur d'eau, bien sûr les nuages, mais là par exemple on voit les cendres, et je vous montrerai tout à l'heure sur les images du jour qu'on apercevait ce matin les petits nuages de sable qui est responsable des précipitations un peu ocre que vous avez eues sur vos véhicules au lever du jour. Ensuite, une autre façon de voir, alors ça c'est ce qui perturbe un peu la vue du ciel, hein, c'est s'il n'y a pas de nuages et qu'on regarde dans un domaine particulier la nuit, ben on voit l'ensemble de l'éclairage parasite des grandes villes, des grandes agglomérations en France et bien sûr dans le monde entier. Il y a une application sur Internet ou sur Map où on voit effectivement l'ensemble des villes et l'éclairage, cet éclairage parasite. Alors on voit la région parisienne, on voit le Lyonnais, on voit la région toulousaine, on voit le Bordelais, on voit un peu moins Florence, mais bon, c'est quelque part par là. Par contre, ce que l'on voit très bien, ce sont les grands axes de communication. Hein. Vous avez l'autoroute du Sud, l'autoroute entre Nîmes, Montpellier, et puis après l'autoroute qui vient sur Toulouse, l'autoroute qui va de Toulouse à Bordeaux. Vous voyez que tous les points lumineux s'agglomèrent un peu autour des grands axes de communication. On voit également que ici, sur cette partie-là, on voit l'autoroute qui va vers Saint-Gaudens, Tarbes, Pau et vers l'océan. On voit les grands axes routiers en région parisienne. Par contre, là, on voit qu'il y a peu d'autoroutes, donc il y a peu de points qui s'agrègent autour des routes bretonnes. Et puis, autre particularité, c'est que nos amis voisins belges éclairent les autoroutes, donc il y a une pollution lumineuse extrêmement importante, ainsi qu'en Italie, où les Italiens éclairent l'ensemble du réseau autoroutier. Bon, ça n'intéresse pas la météo, mais c'est simplement, ça nous perturbe un peu la vue des étoiles quand on veut observer le ciel à proximité des grandes agglomérations. Alors, si vous voulez mesurer un peu l'ensemble des paramètres qu'il y a à la surface du globe, il faut essayer de créer un réseau de mesure. Or, ce réseau de mesure existe depuis fort longtemps en France. En France, on a un réseau de 1800 stations en temps réel qui mesurent sans arrêt la pression, la température, l'humidité, la direction et la vitesse du vent, tous les paramètres qui sont nécessaires à mesurer l'atmosphère, à comprendre comment fonctionne l'atmosphère. Il y a 1500 stations partenaires. Ensuite, vous avez ici un réseau radar
qui nous permet, ce réseau radar, ce sont des petits cercles, le radar de Toulouse, le radar de Perpignan, le radar de Bordeaux. Enfin, vous avez l'ensemble de ces radars qui détectent les gouttelettes d'eau à partir du moment où elles sont suffisamment grosses pour tomber. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans des ondes centimétriques. Et en fonction du retour d'énergie qui est de ce radar, on peut, en fonction de la quantité d'eau contenue dans le nuage, connaître le nombre de millimètres qu'il va tomber. On fait des étalonnages qui nous permettent de connaître l'intensité des précipitations. Donc ça, observation au sol, observation des précipitations, ici, et puis après, les moyens qui sont mis à notre disposition, des stations au sol, des stations en mer, des avions également qui vont faire des observations, les radars météo et bien sûr les satellites, pour avoir une vue complète. Parce que si vous faites une prévision météorologique à quelques jours, il est très très important d'avoir un état initial de l'atmosphère, et l'état initial de l'atmosphère, vous ne l'avez qu'en faisant de très très bonnes observations. Alors voilà un autre exemple. Vous avez ici les observations qui sont des observations terrestres ou maritimes avec des points qui sont soit en mer, soit au sol. Vous voyez que la densité elle est très forte dans les pays fortement industrialisés. Elle est moins forte en Afrique où là on a bien sûr un manque de données évident, très faible sur les océans. Et donc là on a un manque dans les années, il y a une trentaine, quarantaine d'années, quand on n'avait pas les satellites, on avait effectivement un réseau d'observation qui était extrêmement pauvre, donc une modélisation qui partait sur des bases qui n'étaient pas très très bonnes, et donc de mauvaises prévisions au bout du compte. Et avec les satellites, on remplace un peu les endroits où il manque d'observation, et vous avez ici par exemple la couverture de deux satellites à orbite polaire, qui nous permettent de combler le vide et d'avoir des observations là où habituellement on n'a pas de renseignements particuliers. Alors je vous ai mis que deux satellites, parce que si je mettais tous les satellites qui étaient présents, la carte serait d'une seule couleur, parce que toute la Terre est couverte par les observations grâce aux satellites qui sont en place autour de notre planète. Alors maintenant, on essaye aussi de faire des choses avec les satellites GPS, de mesurer pour connaître le profil de température entre 7 et 25 km. C'est de voir un peu comment la trajectoire des rayons ici, en fonction du profil thermique, elle change, elle se modifie un peu, et ça nous permet donc de déterminer un profil entre 7 et 25 km, là où ne peuvent pas aller tous les ballons sondes, et là où les avions ne nous fournissent pas d'informations, et là où le satellite ne fournit pas des informations suffisamment précises. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train de se mettre en place, qui vont être intégrées après dans la modélisation. Et puis il y a quelque chose d'intéressant, de surprenant et d'intéressant, c'est qu'on va utiliser le téléphone portable pour essayer. Vous avez vu qu'en France, on a un réseau de radars qui nous détecte les précipitations de manière assez précise. En Afrique, on sait qu'il pleut sous l'ensemble des systèmes nuageux, mais on n'a aucune idée de la quantité parce qu'il n'y a pas suffisamment de points de mesure. Les satellites ne nous donnent pas ces informations-là, et donc on va utiliser le réseau de téléphones portables, qui est fortement développé en Afrique et qui va nous permettre, en fonction de la propagation des ondes du portable, de déterminer la quantité d'eau qu'il est en train de tomber et d'essayer de voir un peu si on a des répartitions de précipitations qui soient plus précises que celles que l'on a actuellement. Et puis il y a quelque chose que je n'ai pas mis également, qui est très récent, parce que c'était il y a à peine une quinzaine de jours. Il y a eu une réunion à Toulouse où Siemens, Continental, puisque ça ne s'appelle plus Siemens, développe auprès des constructeurs automobiles, va développer un produit qui va permettre de récupérer l'ensemble des températures qui sont sur votre véhicule quand vous roulez. Vous avez la température de l'air qui s'affiche. Donc il y a des milliers de véhicules qui seront équipés de ce principe-là, et ça nous permettra de grossir le fichier de température qui sera intégré dans la modélisation. Donc on va utiliser même les signaux des portables en Afrique. Et puis ensuite, une fois que vous avez compris comment, quand vous avez observé l'ensemble de l'atmosphère, quand vous avez compris comment se répartissent les températures, comment se répartissent les pressions, la direction, la vitesse du vent, ce qu'il faut, c'est modéliser. Alors on ne va pas faire d'équation ici, il y en a qui sont plus forts, largement plus forts que moi dans cette salle, et donc il va falloir modéliser l'ensemble de l'atmosphère avec des lois classiques de la physique. Alors ces lois sont connues depuis fort longtemps, la seule problématique, c'est qu'il fallait de gros ordinateurs pour pouvoir les résoudre, et donc c'est ce que l'on a fait effectivement, c'est depuis une vingtaine d'années, mis en place des ordinateurs qui permettent de résoudre ces équations et de pouvoir modéliser l'ensemble de l'atmosphère. Alors voilà un peu l'évolution des calculs, des calculateurs à Météo France. On avait dans les années 90 un calculateur qui était très joli, qui s'appelle CRE2, avec une fontaine derrière où on voulait circuler un liquide qui refroidissait l'ensemble des composants, qui avait une capacité à peu près identique à celle au calculateur qui est présent sur la table.
Donc on n'avait pas beaucoup de solutions pour modéliser l'ensemble de la Terre. Et à cette époque-là, on avait coupé la Terre en deux, on modélisait l'hémisphère nord, et on pensait on négligeait l'hémisphère sud, et on pensait que la qualité des prévisions serait extrêmement bonne, ce qui n'était pas tout à fait le cas, puisqu'il y a fortement une interaction entre ce qui se passe dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et puis maintenant, ben voilà où on en est, avec le dernier ordinateur qui a été installé à Météo France sur le site de Toulouse. Alors depuis la semaine dernière, c'est pas 1,035 pétaflops, mais c'est 5 pétaflops. Hein. Donc l'ensemble des composants a été mis en place, on est passé de 1 à 5 pétaflops, donc c'est-à-dire 5 fois 10 puissance 15. Ça fait des calculs effectivement extrêmement importants, extrêmement impressionnants, ce qui nous a permis d'améliorer bien sûr la numérisation et la qualité des modèles de prévision. Ensuite, bon, bah, quand vous voulez prévoir, il faut ce supercalculateur qui est mis en place depuis récemment. Ce qu'il faut, c'est paramétriser, bien sûr, mais ça, c'est relativement facile, les paramètres astronomiques, hein, c'est-à-dire à quelle saison vous êtes, comment éclaire le Soleil, quelle est la position de la Terre autour du Soleil. Donc ça fait partie de la base un peu de la modélisation. Donc là, vous le faites rentrer dans le calculateur et ça se fait tous les jours, puisqu'il y a une petite variation tous les jours. Ensuite, vous avez la répartition des océans, des continents et de la végétation, enfin du couvert végétal en tout cas de l'ensemble de ces zones-là. Ça aussi, il faut en tenir compte, sinon votre modélisation sera mauvaise et on voit la répartition en fonction de ça. Ça, c'est également renouvelé régulièrement. Sinon, votre prévision, elle sera de très mauvaise qualité. Ensuite, vous avez ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, vous avez votre réseau d'observation, toutes les données que vous avez pu récupérer, des milliers de données que vous récupérez tous les jours, plusieurs fois par jour, et qui sont observées de manière très très régulière à la surface de la planète, qui permettent de connaître l'état de l'atmosphère à un instant donné pour pouvoir en faire son évolution. Et puis derrière, vous adoptez les équations pour essayer de comprendre comment va évoluer l'atmosphère. Et vous avez des modèles en point de grille qui vous donnent à peu près ce type de schéma sur notre planète. Donc vous avez la planète qui est recouverte de couches de grillage, d'une succession de couches de grillage qui forment des petites boîtes. Et à l'intérieur de ces boîtes, on va essayer de comprendre comment évoluent tous ces paramètres météo. Alors ce que l'on utilise à Météo France, c'est un modèle de prévision qui s'appelle Arpège. Et depuis avril 2015, sa maille, c'est-à-dire la petite maille du grillage, elle est de 7,5 km sur la France. Et il y a 105 niveaux, il y a 105 couches de grillage à la surface du globe. Donc vous avez des milliards et des milliards de petites boîtes dans lesquelles vous allez essayer de comprendre, par rapport à une observation donnée, et en appliquant les équations de la thermodynamique, comment vont évoluer l'ensemble de ces paramètres dans ces milliards de boîtes que vous aurez ainsi constituées. Alors ça, vous le faites plusieurs fois par jour, vous le faites à minuit, vous le faites à 6 heures, vous le faites à 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures. Donc vous renouvelez l'opération à chaque fois, plusieurs fois par jour, pour comprendre comment va évoluer l'atmosphère sur les prochaines heures et sur les prochains jours. Ensuite, ce que vous voulez, c'est que vous avez vu, là, on est avec des mailles qui sont relativement larges. On a un sous-produit du modèle Arpège, qui est un modèle qui s'appelle Arome, qui a une maille de 1,3 km. Alors là, on descend fortement dans la maille, 1,3 km, et qui a 90 niveaux verticaux sur un domaine géographique beaucoup plus restreint. Là, vous avez également un nombre de boîtes très impressionnant sur la France. Et ce modèle-là, on va le faire tourner toutes les heures. Toutes les heures, on va lui demander de recalculer l'état futur de l'atmosphère. Et là, vous avez une définition d'1 km. Ça veut dire 1,3 km, c'est comme quand vous êtes en avion. Hein, si vous êtes au niveau de vol à peu près en 10 km, vous ne voyez pas grand-chose du sol. Par contre, vous voyez que quand vous descendez, vous commencez à voir les objets, vous commencez à voir les routes, les maisons, les piscines, les voitures qui roulent. C'est la problématique de ce type de modèle, c'est que plus vous descendez, plus il faut intégrer l'état du sol et les effets que peut représenter le sol dans la modélisation de l'atmosphère. Donc, grosse difficulté à résoudre ce genre de problème. Et ce modèle est opérationnel depuis avril 2015 et donne des résultats qui sont quand même extrêmement intéressants. Par contre, là, vous voyez qu'on fait tourner le modèle sur 36 heures d'échéance. On a un pas de temps dans le futur qui est relativement court parce que ça demande énormément de calculs. Et puis maintenant, on commence à intégrer des phénomènes canyon, hein, un peu. Vous avez vu tout à l'heure, enfin pas aujourd'hui, mais hier, quand le soleil brillait, on avait des endroits qui étaient plus frais, c'était à l'ombre, des endroits qui étaient plus chauds, bien sûr, c'était au soleil. Et donc, on se mettait à l'abri, à l'ombre
de la salle pour pouvoir bénéficier un peu de température raisonnable, alors qu'en plein soleil, on était en train de souffrir. Et ben, il faut tenir compte de ça dans la modélisation pour essayer de bien maîtriser l'ensemble des paramètres qui vont caractériser la circulation atmosphérique au-dessus d'une ville, d'un village, d'un lieu particulier. Alors vous imaginez ça pour les villes, mais il faut imaginer la même chose pour les champs, avec les différences de culture, et la même chose sur les routes, la même chose sur les parkings. Donc ça demande, pour la modélisation en tout cas, énormément de calculs. Et en fait, l'état final, c'est d'arriver à trouver des structures qui soient des structures les plus dangereuses qui existent dans l'atmosphère, c'est-à-dire trouver les orages, essayer de localiser les orages, essayer de définir leur intensité et essayer de prévenir la population justement pour éviter les dégâts avec des orages particulièrement violents. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec le modèle arpège, on peut définir une zone dans laquelle vont se développer des orages, mais il est quasiment impossible avec des modèles à maille 7 km ou 10 km de définir l'endroit où l'orage sera le plus violent, alors qu'avec le modèle à Rome, on peut avoir un grand espoir pour que dans le futur, dans les années qui viennent, on arrivera à trouver l'endroit exact où vont éclater les orages et quelles seront leurs intensités. Et puis derrière, alors là, il y a un autre problème très important qui se met en place, c'est que derrière, bon, on fait tourner un modèle, on a plein d'observations, on le fait tourner, on lui donne des solutions, et puis il va tourner, il va partir, et puis on va lui dire, bah, tu vas me calculer le temps qu'il fait. Alors toutes les 5 minutes, hein, toutes les 5 minutes, il calcule les paramètres dans les petites boîtes. Hein, donc sur l'ensemble de la planète, ça fait un nombre de calculs impressionnant. Et puis de 5 minutes en 5 minutes, il progresse, il va calculer l'ensemble des paramètres pour demain, pour après-demain, pour dans 3 jours, pour dans 4 jours, dans 5 jours, mais toujours par rapport à un état initial. Toujours par rapport à l'état des observations à un instant donné. Mais on sait très bien que cet état, il est sur l'ensemble de la planète, on n'a pas des mesures qui sont précises partout. Donc on a une incertitude. Alors comment on résout cette incertitude? Alors, je vais vous montrer un peu comment on peut là. Essayer de vous faire voir quelque chose pour comprendre ça. C'est de prendre un billard et de se dire, ben voilà, j'ai une boule de billard, j'ai un nombre de billards, on peut estimer que ce sont des particules d'air, et puis je vais avoir un choc. Alors évidemment, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de choses comme ça, et si mon calculateur est suffisamment puissant, il va pouvoir calculer la trajectoire de l'ensemble de ces boules. En sachant que là, on a matérialisé que la trajectoire de la boule blanche, dont on peut déterminer facilement, en fonction des chocs, sa trajectoire, et on pourrait déterminer l'ensemble des trajectoires de toutes les boules. Ça, c'est ma solution, c'est mon modèle. Il a une solution à un instant donné, on a fait des mesures, on a estimé que ces mesures étaient précises, et on a donc un choc, et donc on peut estimer que là, c'est le voyage un peu de l'ensemble des particules sur une zone géographique donnée, et on se dit que, ben oui, mais peut-être que ça, si on a mal mesuré, peut-être qu'il va se passer autre chose. Et là, on se dit que, ben voilà, on va mettre un deuxième billard à côté, et puis on va déplacer une petite boule, là. Voilà, de quelques millimètres. Donc ça peut être une température qui varie de quelques degrés, quelques dixièmes de degrés, ou un vent qui n'a pas tout à fait la même direction. Et puis on recommence l'expérience. Alors au début tout va bien. Donc ça c'est mon premier jour de prévision. Ça c'est mon deuxième jour de prévision. Là j'arrive à mon troisième jour de prévision, à quelque chose près. Et puis là, je commence à arriver à 4-5 jours. Et bien à 4-5 jours, vous voyez, les deux billards, les deux boules vont avoir des trajectoires qui commencent à diverger. Et là, on n'a plus du tout les mêmes solutions qui sont proposées à nous. Parce que si vous êtes sur la solution de gauche, ben vous aurez ici un type de temps, mais par contre, si vous êtes sur la solution de droite, les trajectoires étant différentes, vous aurez forcément une autre histoire à raconter qui ne sera pas la prévision que vous auriez trouvée ici. Donc c'est ce qu'on appelle l'incertitude, c'est ce qu'on appelle, nous, la prévision d'ensemble. Alors on fait une prévision, nous, à 3-4 jours, qui est ce qu'on appelle déterministe, et après 3-4 jours, on fait une prévision qui s'appelle prévision probabiliste. Alors je vais revenir à mon diaporama. Bon, voilà ce que ça donne, une prévision probabiliste. Vous avez ici... J'ai voulu faire une relation avec un panache de fumée d'usine. Hein. Lorsque vous êtes près de la source, le panache est fortement serré. Lorsque vous êtes loin de la source, vous avez les particules qui sont influencées par le vent et qui donc vont se disperser. Et vous avez un panache qui s'évase plus vous éloignez de la source de la cheminée. Et bien ici, c'est exactement pareil. Vous avez par exemple une prévision pour Toulouse qui avait été faite fin juillet.
Alors le modèle, au lieu de lui dire je vais tourner une seule fois avec des mesures qui vont être faites à l'ensemble de la planète à une seule heure donnée, on va lui dire tu vas calculer le temps qu'il a fait hier, on va lui faire une régression, on va lui dire calcule-moi le temps qu'il a fait hier. Une fois qu'il a calculé le temps qu'il a fait hier, on voit les différences qu'il y a avec le temps qui avait été observé. On peut ainsi modifier quelques paramètres à la surface du globe dans les zones où les observations n'ont pas été de bonne qualité, et on fait 71 fois, 72 fois de petites corrections. Et donc les solutions de ces 72 solutions que l'on a, vous les avez ici dans le panache. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la plupart des solutions qui se mettent dans le bleu et dans le rouge, et puis vous avez des solutions qui sont ici et ici. Mais vous voyez que globalement, on a quelque chose qui est assez serré et qui permet d'avoir une prévision de bonne qualité. Alors là, on est à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis après, vous voyez que 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours, vous voyez que ça s'évase énormément. Donc il y a plein de solutions qui vont se dessiner pour la dizaine de jours qui va suivre. Et notre boulot va consister, si vous voulez, à faire un choix dans l'ensemble de ces solutions pour trouver quel est le meilleur scénario possible pour le temps qu'il va faire. Alors vous voyez que le choix, on le fait à peu près dans cette zone-là. Le modèle opérationnel est à peu près là et nous donne cette possibilité-là. Donc vous voyez qu'au bout de 3-4 jours, les prévisions météo, elles sont plus complexes que ce que l'on pense, et que là, on n'est plus dans le déterminisme, mais là, on est dans la probabilité d'avoir tel type de temps. C'est pour ça qu'il est un peu gênant. Alors vous avez peut-être vu à la télévision qu'à partir de 3-4 jours, on a un indice de confiance sur les cartes, indice 3, indice 4, et cet indice de confiance, on a essayé de le construire pour essayer d'approcher au mieux la probabilité, mais on n'est pas très satisfait parce que derrière, les cartes sont avec des traits. Alors le trait passe sur Florence, il passe sur Agen, alors les gens s'accrochent à la position du trait, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faudrait interpréter les cartes, quoi. On n'a pas trouvé la solution de présenter un produit probabiliste à la télévision. En gros, c'est ça. Il ne faudrait pas de zone. Il faudrait pouvoir avoir des explications qui interdisent le positionnement des systèmes nuageux, parce que c'est aberrant de mettre un système nuageux à 10 jours près, quoi. Donc, grosse difficulté de cette prévision à une dizaine de jours, mais qui fait quand même énormément de progrès. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est de regarder mes boules de billard. Là, j'en ai 72, qui se baladent à la surface de la planète, qui partent du Canada et qui vont sur la Sibérie. Et puis, vous voyez ici défiler des heures. On va attendre, je ne suis pas maître du défilement. Je me place à 5500 mètres d'altitude, je regarde la trajectoire de l'ensemble des solutions qui sont proposées. Là, c'est 48 heures. Vous voyez que toutes mes solutions sont pareilles, elles suivent l'autoroute. Là, on est à 120 heures, c'est pareil, mais ça commence à diverger un petit peu. Et puis progressivement, quand je m'éloigne, quand le nombre grandit ici, vous voyez que ça devient assez rapidement du gribouillis, quoi. Donc là, on peut dessiner un certain nombre de choses qui permettent de voir que l'autoroute ici est bien nette et qu'après, l'autoroute devient de plus en plus large. Et que là, c'est assez compliqué d'aller définir le type de temps qu'il va y avoir sur la France au bout de 7 à 8 jours. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ça, c'était la probabilité de tout. Alors, je vais vous montrer autre chose qui sera un petit peu mieux. Je vais me mettre là. Je vais vous choisir ce que j'ai pris ce matin, là. On va pas bien, hein. Ah mince. Vous voyez sur l'écran quelque chose? Ah oui, on voit des choses. Ouais. Alors là, vous avez l'ensemble des solutions, mais sur un point de grille donné. Et le point de grille, c'est Florence. Vous avez le temps sur Florence avec les 72 solutions qui sont proposées. Alors vous avez la solution qui est avec le trait bleu, c'est la solution opérationnelle, c'est le run déterministe. Vous avez la solution du rouge, c'est le run de contrôle. Et puis après, vous avez les solutions dans les petites boîtes qui sont la médiane. Et après, vous avez cette répartition en fonction de ces petits tubes-là. Où vous avez sur les nuages, par exemple, c'est la prévision d'aujourd'hui. La prévision d'aujourd'hui vous montre que on est parti de 0 hier et on vient à un ciel complètement couvert aujourd'hui, et que l'ensemble des solutions proposaient effectivement que le ciel soit nuageux aujourd'hui à Florence, et qu'à partir de demain, vous voyez que le ciel commence à s'éclaircir, qu'il y a un peu d'incertitude pour l'après-midi, parce qu'effectivement, il y aura un petit peu de convection et de cumulus qui vont se développer, mais que globalement, on va vers une période après où tout va être proche de 0, avec très très peu de nuages, et puis après, on a un deuxième pic à une dizaine de jours ici, ça sera pour le début de la semaine prochaine. Signal de précipitation sur l'ensemble des solutions proposées,
extrêmement faible, inférieur à 1 mm. Le run de contrôle donne à peu près 0,3 mm, ce qui est quand même relativement peu en 6 heures. C'est à peu près ce qu'on a eu. Et puis que derrière cette période-là, au passage de cette perturbation, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours sans pluie. Et qu'après, il y a une incertitude sur l'arrivée d'un système orageux en fin de semaine. Après, vous avez la direction et la vitesse du vent, mais c'est surtout les températures qu'il faut regarder. Hein. Vous avez vu les températures ? On est ici, on avait chaud hier, on a moins chaud aujourd'hui, on n'aura pas trop chaud demain, puis avec progressivement... Là, il y a même un run qui propose plus de 40 degrés. Là, hein. En sachant que la moyenne des runs, l'ensemble, si vous voulez, est ici. Le run opérationnel est ici, l'ensemble des runs est ici. On est autour de 34-35 degrés. Quoi. Et là, on est le 17 août. Bon, c'est bien. Hein. Il y a quelques années, on était incapable de faire des prévisions avec des échéances aussi lointaines. Là, on a quelque chose d'assez cohérent qui nous permet d'avoir... un signal très fort du temps qu'il va faire, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. C'est quand même pas mal. Donc baisse des températures, là, on va avoir des minis qui seront assez bas, hein, d'abord, et puis après, progressivement, et que ça monte hein, également. Température maxi, température mini. Le vent, bon, on verra le signal tout à l'heure. Je vais vous montrer une autre manière de voir les choses. C'est que je l'ai mis, celui de 15 jours, il est là. Il est peut-être un peu bas celui-là, non? C'est petit, non? Là, vous avez l'ensemble des solutions mais sur une quinzaine de jours. Et en plus, vous avez la direction du vent. Vous voyez, vent de nord-ouest, vent de nord-ouest, vent de nord. Après, il y a une petite incertitude, mais on passe en vent d'est, vent de sud-est, c'est-à-dire vent d'automne. Hein, donc 1, 2, 3 jours. Non, c'est 3, 6, 9 le vent d'automne, non? C'est pas ça? Hein, c'est ça? Donc oui, ça ne va pas marcher là. Hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, il n'y a pas 6. Il n'y a pas 6 jours. Donc le dicton ne va pas marcher. Quoi. Tu trouves qu'il marche bien, non? C'est parfait ça. Ouais. Donc vent de nord, c'est aujourd'hui. Demain, après on va passer à l'est, vent de sud-est. Et là, c'est là qu'on va avoir le pic des chaleurs. Vous voyez que la température est corrélée à la direction du vent. Et que vous avez cette hausse de température qui va être très marquée. Après, il y a un peu plus de dispersion, mais c'est tout à fait normal. Mais que globalement, après ce petit pic de chaleur, on va redescendre à des valeurs un peu plus raisonnables. Les nuages, il y en a plus. Ça va recommencer un peu. Et puis après, on redescend derrière. Les précipitations, hein, pour ceux qui attendent la pluie, petit signal aujourd'hui, rien après. Et après, alors là, il y a énormément de solutions possibles. Et globalement, on va vers une perturbation qui prendrait un caractère orageux à partir du mercredi 17-18, là, hein, mercredi 17 ou jeudi 18. Alors, autre type de prévision que l'on peut associer, je vais recommencer à venir là-dessus. Autre type de prévision, je suis attaqué par les moustiques ou les mouches? Non, c'est les mouches. Autre type de prévision que l'on ne diffuse pas au grand public, mais qui sont également une prévision qui est une prévision probabiliste, c'est la prévision mensuelle. On fait des prévisions par semaine de la température. Donc là, j'ai la semaine de fin juillet, qui est ici. J'ai pas eu accès aux dernières. La semaine de fin juillet, la semaine de début août, la semaine du 8 au 14 août et la semaine du 15 au 21 août. Alors ça, on ne le diffuse pas au grand public parce que ça pose des problèmes avec les syndicats d'initiative. Quand on a un petit noyau bleu sur la Bretagne, les gens ne vont pas en Bretagne, ils vont ailleurs. Donc ça cause beaucoup de problèmes politiques. Donc on ne diffuse pas ce type d'informations. Mais par contre, c'est intéressant si vous êtes producteur d'énergie, si vous êtes producteur agriculteur peut-être également. Vous avez des renseignements qui sont très très intéressants. Si vous êtes producteur d'énergie, vous pouvez ici réguler votre production d'énergie en fonction des prévisions de température sur le mois qui vient. C'est mieux que la climatologie et c'est mieux que la pièce. Mais ce n'est pas toujours juste. Et puis, dernier type de prévision que l'on diffuse, mais dont on ne fait pas beaucoup de publicité, on diffuse ce type de prévisions qui sont les prévisions saisonnières. Là, vous avez la prévision septembre, octobre, novembre. Septembre, octobre, novembre 2016. Vous voyez que le signal ici, inutile de vous dire que la couleur, elle est orange enfin jaune orangé et orange. C'est qu'on est largement au-dessus.
des moyennes saisonnières et que globalement on va vers un automne qui est sur l'ensemble de l'Europe avec un signal plutôt chaud. Et avec un petit quelque chose là, il marche plus. Ainsi avec un petit quelque chose ici, vous voyez apparaître là, c'est bleu, donc c'est inférieur aux valeurs de saison et ça fait 1 an que c'est bleu là. Alors d'après vous, c'est quoi ça? Vous avez une idée de ce que c'est? C'est la fonte des glaces. C'est apparemment le signal de la fonte des glaces et qui montre que ici, il y a une petite anomalie négative de température sur la partie de l'Atlantique. Ça fait 1 an que ce noyau est apparu et quand vous regardez les cartes du réchauffement, du changement climatique, vous apercevez qu'il y a également une petite anomalie qui est bien modélisée par tous les modèles de climat. Alors pour l'instant, ça n'a pas d'influence sur le Gulf Stream. Hein. Non, si c'est ça que vous pensez, qu'on va retourner à l'ère glaciaire parce que le Gulf Stream va disparaître, pour l'instant, c'est pas ça. Mais il y a une petite anomalie froide, effectivement, sur l'Atlantique. Et ici, vous avez ce qu'on appelle la SST, c'est-à-dire le champ de température de l'océan qui a été pris en compte pour calculer cette prévision saisonnière. Alors, vous voyez que ici, le champ de température montre également cette anomalie un petit peu en dessous des normales là, sur l'océan. Et vous avez ici l'anomalie froide qui apparaît de nouveau, qui est la fin du phénomène El Niño, parce que là, avant d'être bleu, c'était tout rouge. Vous avez une grande barre rouge ici, qui était le phénomène El Niño, qui a bien perturbé le temps sur une grande partie de la planète au cours des derniers mois. Et puis surtout, ce qui est à remarquer, c'est que vous voyez ici, c'est rouge. Ici, c'est rouge. Là. Que là, c'est rouge, que là, c'est rouge, que là, c'est rouge, que là, c'est rouge. Hein, que les océans sont largement avec des températures au-dessus des valeurs moyennes, c'est qu'il semblerait que le réchauffement climatique, le changement climatique est beaucoup plus important aux latitudes polaires qu'aux latitudes moyennes. Et que systématiquement, tous les mois, quand on regarde ce type de prévision, on a toujours des signaux très inquiétants d'une hausse très sensible des températures. Je suis dans le time, là, oui. Et pour terminer, et après on fera les questions bien entendu, je voudrais vous présenter le temps du jour, ce que je vous parlais tout à l'heure avec les images que je vous ai présentées. Alors ça, ce sont des images presque en direct, puisque je les ai récupérées tout à l'heure de l'animation de notre planète avec la Terre qui est ronde, le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest, on va le voir se lever là, de bonne heure ce matin. Vous voyez le soleil qui est en train de se lever, la répartition des nuages sur l'ensemble de la planète avec cette petite perturbation qui est arrivée par l'océan, avec 2 petites bandes nuageuses, une bande ici, une bande ici, qui est en train de traverser la France. Une autre manière de voir notre planète, c'est d'aller chercher... on sait que je l'ai mise, voilà. D'aller chercher une autre façon de voir, c'est l'ensemble des satellites géostationnaires qui sont en service actuellement, qui nous permettent de voir qu'il y a ordre et désordre, hein. Il y a une espèce d'ordre là, avec, vous voyez, cette barrière là, qui est quasiment continue. Ce que l'on appelle l'équateur météorologique ou l'équateur thermique ou la zone intertropicale de convergence, qui matérialise les types de temps dans les 2 hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, et que ici, ces nuages qui sont représentés en rouge, ce sont des sommets extrêmement froids, ce sont les cumulonimbus. Et vous voyez que presque en continu, on retrouve ce front intertropical de convergence, qui est les alizés qui sont déviés par ici, les alizés qui arrivent ici, qui apportent de l'air humide. Ceux qui apportent ici de l'air humide, eux, de l'air plus sec, déclenchent ici une zone permanente d'activité orageuse. Et puis la circulation perturbée d'été sur l'hémisphère nord, qui sont tous les tourbillons que l'on voit apparaître ici, est beaucoup plus organisée dans l'hémisphère sud, parce que là, on est en plein hiver, avec des perturbations beaucoup plus actives. Ça, c'est encore de l'observation. Et puis la modélisation, c'est ça. Alors, un résultat de la modélisation, c'est... Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une sortie déterministe, c'est-à-dire que je prends le modèle, je le fais évoluer jusqu'à une dizaine de jours, et je regarde le résultat. Et je vois ce qu'il va me donner comme solution. Et là, je vais vous le caler à aujourd'hui. On est le... Ah, non, je suis trop loin, là. Voilà. Je le cale à aujourd'hui, à 12 heures. On retrouve bien... Là, on a le front perturbé, le ruban de nuages qu'on avait tout à l'heure avec les zones de pluie qui sont représentées en bleu. En noir, vous avez ici le géopotentiel à 500 hectopascales. Alors, ça vous représente les grandes vagues. On ne va pas faire de détails, mais là, vous avez les dépressions. Là, vous avez un creux ici, comme ça, qui est un talweg, un chemin de la vallée. Là, vous avez une petite dorsale, c'est-à-dire une bosse. Et là, vous avez une grosse bosse, qui est l'anticyclone.
qui se prolonge ici entre l'Islande et le Groenland. Et tous les systèmes nuageux s'organisent autour de ce système-là, avec cette dépression, ce talweg et ce front qui est en train de passer chez nous. Et vous voyez que le modèle réagissait pas beaucoup pour nous mettre des précipitations. Hein. Donc très peu de pluie ici sur la Gascogne. Ça, c'était la solution pour aujourd'hui. Alors que va-t-il se passer demain? Il s'en va. Ça, c'est pour ce soir, pour demain matin. Ça, c'est pour mercredi. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vu tout à l'heure que les températures étaient basses. C'est qu'ici, il réagit, vous voyez, en rouge, là. Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la neige. Bon, c'est au-dessus de 2000, hein, 2005, hein, mais bon, c'est de la neige. Le modèle réagit pour mettre de la neige, un petit peu de neige sur les Alpes. Et donc, du coup, on va se récupérer un vent qui va venir du nord. Donc, le vent du nord, c'est rarement signe de chaleur sur l'ensemble de la France. Donc, vent du nord, derrière cette vague qui s'étire à peu près du large du Maroc jusqu'à la Scandinavie. Et puis derrière, une grosse bosse qui est en train de se mettre en place. Et on va voir au cours des 10 prochains jours comment vont évoluer ces systèmes-là. Vous voyez, ça, on est jeudi, vendredi. Alors tout circule au nord après, c'est-à-dire que ce sont nos amis anglais qui vont récupérer toutes les zones précipitantes et le nord de l'Allemagne. Là, on est à vendredi. Et que progressivement, vous voyez que le vent, il n'a plus du tout la même direction. Hein, que là, on est dans un vent qui est ouest. Avant, on était dans un vent de nord. Maintenant, on passe dans un vent d'ouest. Et ici, dans un vent qui a plutôt tendance presque à faire ça. Et donc à s'orienter un peu au secteur est sur la région. Donc là, on commence à avoir des températures qui vont commencer à progresser de manière très importante. Ensuite, j'y suis là, samedi, dimanche après-midi. Donc là, on est au cœur du système un peu chaud. Et vous voyez qu'il y a une très grosse dépression qui s'organise au large, qu'il y a une petite bricole là, qui s'organise au large du Portugal, ce qui va advecter de l'air de plus en plus chaud ici sur l'Espagne et puis sur le sud-ouest de la France. Et on va passer en vent sud, mardi, mercredi. Voilà. Et puis on arrive en butée d'échéance de ce modèle opérationnel, c'est-à-dire jeudi prochain. Pas celui-là, mais celui d'après. Et donc on va avoir le passage d'une perturbation, mais très loin, qui prendra certainement un caractère orageux en deuxième partie de semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est la solution du modèle opérationnel. Et le petit creux qu'il y avait tout à l'heure qui se baladait, c'était le résidu d'une tempête tropicale qui avait pris naissance ici, ce petit truc là qui se balade. C'est le reste d'une tempête tropicale qui est passée sur la Guadeloupe et la Martinique il y a 5-6 jours. Donc que l'on retrouve, qui vient se mélanger à la circulation générale. Qui est ici, là. Hein, ah oui, je ne l'ai pas montré en plus. Ouais. Pourquoi je fais ça? Tac, c'est moi. Voilà. Cette petite chose ici, là, c'est le reste d'une tempête tropicale là, qui vient se perdre au large du Portugal la semaine prochaine. Je suis là-dedans, c'est ça. Oui. Ah là, les chiffres qui sont là 5880 hectopascal. Non, c'est des décamètres géopotentiels. Non, c'est 500 hectopascal de niveau de pression, et c'est l'altitude du niveau de pression, 500 hectopascal, et 5800 décamètres géopotentiels. En fait, ce n'est pas une véritable altitude, mais c'est une mesure de travail. Donc là, c'est 5910 mètres, 10 décamètres, enfin c'est 5910 mètres géopotentiels, 5880, 5864, donc ça c'est les basses valeurs. Donc je me suis placé un peu en atmosphère, en altitude, pour éviter les perturbations, parce que je peux vous montrer une carte avec des isobars que vous connaissez de manière plus traditionnelle. Je vais la chercher, où c'est que je l'ai mise? Évidemment, quand on cherche, on ne la retrouve pas. Pourquoi je ne trouve pas? Voilà. Ça fait un truc un peu moins joli. Hein. Là, vous avez là ce sont les valeurs de pression. Là. Là, on voit l'anticyclone là, qui
Je vais l'arrêter, mais ça perturbe trop l'image et c'est pas très très joli ce que je vous présente là. Là, mardi, on voit l'anticyclone 1039-1040 qui se met sur le proche Atlantique, la perturbation qui est en train de passer, et puis on voit progressivement l'anticyclone se rétrécit, là. La montagne est en train de perdre de la force et ça devient un peu dépressionnaire en fin de semaine. Mais c'est très perturbé, le signal est beaucoup moins propre que si on se place en altitude. Hein. Et après, je voulais vous présenter, alors ça c'est le modèle de grande échelle, et derrière, il faut absolument que je vous présente le modèle de petite échelle pour voir si, est-ce que ce modèle-là, qui avait tourné aujourd'hui, j'ai 2000 trucs sur mon machin, là, ça n'a pas marché. Alors ça, c'est l'image, je vais m'asseoir 2 minutes parce que je ne vais pas y arriver autrement. Ça, c'est l'image satellite de ce matin, l'image visible de ce matin. Là, c'est marqué 9h15 TU, c'est-à-dire 11h15 local. Et là, on peut reculer. Si je recule un peu, vous allez voir, à un moment, ce matin, au lever du jour, on arrivait à distinguer le sable quand le soleil était rasant. C'est un peu trop tard. Oui, là on devine. Enfin là, c'est comme quand on regarde sur une radio avec un toubib. Là, on devine que c'est un peu opaque. Hein, d'accord ? Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Je vous garantis que oui, c'est un peu opaque. Et là, par contre, c'est parfaitement clair. Hein. On sent que l'atmosphère est beaucoup plus transparente dans cette partie-là qu'elle n'est ici. On devine un petit quelque chose là. Et là, c'est du sable qui est remonté du Sahara, qui est passé avec cette première perturbation, cette première bande de nuages. Et vous avez cette deuxième bande qui est derrière. Et là, après, vous avez l'animation qui permet de voir comment se structurent les nuages, avec le vent de nord qui se met en place ici, et ce ruban de nuages qui est en train de traverser le sud-ouest. Alors ça, c'est la prévision pour, je vais me mettre à 9h. Et je vais me dire, est-ce que mon modèle, à maille fine, 1,5 km, était capable, c'est qu'il est, non, c'est pas ça. Ah oui, je l'ai pas, la mince. Ah si, il est là. Est-ce que mon modèle était capable de voir les nuages. Flux, c'est qu'il est un tac. Là, j'ai pas l'ensemble des paramètres. C'est une démonstration qui ne va pas marcher, bien sûr. Alors, je vais la faire autrement. Je vais prendre les précipitations qui étaient associées. Voilà. Alors ça, ce sont les images radar avec ce qui est passé ce matin, qui est maintenant... ça, c'était 10h du matin, qui est rendu au sud, sur l'Ariège, qui remonte sur l'Aveyron, la vallée du Rhône et les Alpes. Vous voyez que c'est un peu plus actif dans cette partie-là. Et puis que derrière, il y a un deuxième ruban qui était en train de nous frôler les moustaches, là, avant la conférence. Alors peut-être qu'il va tomber quelques gouttes dans les heures qui viennent. On va regarder. Là, je vais me mettre à la dernière que j'ai enregistrée. 9h50, 10h. Ah ben, je ne vais pas y arriver, je ne l'ai pas. Donc je vais me mettre à 10h, et un petit paquet là, un petit paquet là. Est-ce que le modèle avait structuré ce type de 9h, donc j'étais à 0, 9h. Alors ça c'est la fiction, si j'ose dire. Vous avez la prévision qui a été faite par le modèle à maille très fine. Vous avez vu sur le modèle tout à l'heure, on voyait un gros noyau, pas grand-chose. Et sur celui-là, qui a une définition beaucoup plus importante, on peut faire une comparaison et regarder si, effectivement, il y a une ressemblance entre les deux images. Vous voyez que c'est pas mal, on retrouve bien cet axe qui est ici, cet axe qui arrive derrière, un petit peu plus actif par là, un peu moins actif par là, bon, une petite erreur, mais là je suis à 9h TU, et on peut voir comment le modèle va évoluer dans les prochaines 30 heures. C'est-à-dire ce qui s'est passé cette nuit, ce qui va se passer, ce qui s'est passé ce matin tôt, et ce qui va se passer cet après-midi. Donc logiquement, on devrait avoir quelques gouttes dans les heures qui viennent. Et après, vous voyez qu'il n'y a plus rien du tout. Donc vous voyez, la définition, c'est quand même beaucoup plus propre, on tient compte du relief, on tient compte de plein de paramètres qu'on ne peut pas tenir compte avec des modèles de grande échelle. Voilà, j'ai à peu près terminé dans les temps, oui, quelque chose près.
Et je voudrais on parlera, après vous pourrez poser des questions, il y a des spécialistes ici sur le changement climatique, mais pour vous faire peur, avant de partir, je voudrais vous montrer quelque chose. Ah, ça a peut-être sorti par là. Voilà. Peut-être l'avez-vous déjà vu. C'est le voyage du CO2 sur la planète. Alors vous avez les pays producteurs et les pays consommateurs. Alors vous avez une année là. Hein. C'est une reconstitution des voyages du CO2 sur l'année 2006. Et bien sûr, durant l'hiver, durant la période hivernale sur l'hémisphère nord, la végétation ne joue pas le rôle pour absorber une partie du CO2. Donc vous avez une production de CO2 qui est extrêmement marquée. Où, on retrouve les États-Unis, l'Europe et la Chine, hein, qui sont les plus grands émetteurs de CO2. Mais vous voyez qu'une grande partie du CO2 va se balader et voyage et va se concentrer sur les parties polaires. Et qu'il n'y a pas trop d'échanges avec l'hémisphère sud, par contre. Mon Dieu, ça fait peur. Hein. Voilà. Si vous voulez qu'on passe aux questions, c'est avec grand plaisir.